J'ai été plusieurs fois en prison, oui. Et quand on vous dit que vous avez dupé les gens, vous n'avez pas dans les coins? Bah non, je me suis servi des médias, je me suis... voilà. Ouais. Parfois, on peut avoir des ventes un peu particulières. Et là, en l'occurrence, le bien était déjà occupé. Donc, il va falloir faire partir, entre guillemets, les personnes qui sont dedans. Alors, Laurent et Elodie ont-ils menti à la France? D'accord, donc vous avez les clés. Effectivement, je les ai pas eu le 19. Je les ai pas eu le 19, l'agent immobilier, ils avaient oublié. Mais bon, vu que c'est la connaissance d'une connaissance, c'était pas... Donc vous n'avez pas menti, vous n'étiez pas au courant que la maison était squattée quand vous l'avez achetée. Oui, Bernard. Alors ça, c'est faux. Vous savez, quand vous achetez une maison, il y a un acte notarié. Pardon, hein. Pardon, monsieur, mais en tout cas, c'est la réalité de ce que je dis. Il y a un acte notarié, on vous donne les clés. Sauf qu'il était précisé dans l'acte de vente. Je rappelle que vous étiez huissier de justice. C'est huissier de justice, mais bon, là, c'est les notaires, c'est un peu différent. Mais là, c'était marqué sur l'acte de vente, c'était marqué occupation sans droit ni titre. Pourquoi? Parce qu'il savait, et monsieur savait, que quelqu'un était dedans. Dans la vidéo avec l'agent immobilier, une dame, on voit très bien qu'elle dit il n'y a pas eu de remise de clés, il faudra maintenant faire partir les gens qui sont là-bas. Cette vidéo, elle ne date pas d'hier, elle date de très longtemps. Et quand vous allez devant la maison pour les médias avec un trousseau de clés en disant vous voyez, je ne peux pas entrer, ce sont des fausses clés, vous le savez, Laurent. Vous ne pouvez pas nier ça. Là, ce jour-là, effectivement, j'avais pas les clés avec moi. Ils m'ont demandé de prendre un trousseau de clés et de faire comme si c'était les clés de... Donc ça, vous reconnaissez la mise en scène et le mensonge. Ah bah, ils m'ont demandé de faire ça. Ils m'ont demandé de prendre un trousseau de clés, là, t'as pas tes clés avec toi. Normalement, j'ai un peu d'empathie pour les gens qui se sentent lésés avec un grand B. Mais là, je dois avouer que j'en ai pas parce que c'est pas possible. Ça veut dire, je dis pas que vous mentez, parce que moi je vous connais pas, enfin voilà, je dis pas que vous mentez, mais c'est impossible d'acheter un bien 2 fois moins cher que le prix du marché et de passer chez un notaire. Le notaire, il a une obligation. Il a une obligation de vous dire, ce bien-là, il y a un truc. C'est pas possible qu'il coûte ce prix-là. L'acte de vente que vous avez montré, parfait, mais il peut avoir des avenants. Donc il nous faut tout le compromis. Je ne peux pas acheter un bien à 140 000 euros ou deux, et un bien qui vaut 300 000 euros, l'acheter 140 000 euros, et que le notaire ne dise rien. C'est impossible. Moi, où je t'en veux, Laurent, et je vais te parler franchement, c'est que tu nous as pas dit quand tu es venu que tu n'avais pas les clés. Et tu savais très bien qu'il y avait des squatteurs dessus. Et nous, tout le plateau, même toute la France, on a eu de l'empathie pour toi et ta fiancée. On a voulu vous sauver, on a voulu faire des trucs pour vous. On a parlé de barbecue. Et en fait, au final, on se rend compte que tu savais que tu étais au courant de cette situation. On a parlé de barbecue et on s'est pris une merguez. Non, mais on savait. Et en fait, pour être grossier, il nous a pris pour des cons. Tout nous et la France entière, il nous a pris pour des cons. Tu achètes une maison et que tu sais qu'elle est squattée, t'es plus une victime. T'es au courant. Ça veut pas dire... Attends, ça veut pas dire que il est content et qu'il pensait qu'il allait rentrer plus vite, etc. Ça veut pas dire ça. Mais pardon. Dans tous les cas, on reste une victime. Dans tous les cas. Non, je suis désolé, t'es pas une victime. Quand moi j'achète un immeuble qui est squatté et que je prévois de le remettre à louer en 6 mois et qu'en fin de compte ça prend 2 ans, j'ai pris mon risque. Mon risque, c'est de le sous-payer. Mais combien de temps il s'est passé entre le moment où vous avez visité la maison, où il y avait juste un matelas et vous vous êtes dit bon bah ça doit être un squatteur ou des petits jeunes de temps en temps, et quand vous y êtes revenu et qu'il y avait vraiment le chien, les rideaux et les meubles? En septembre, il s'est passé 8 mois, je crois, 9 mois. Et pendant ces 8 mois-là, vous y êtes jamais retourné? Non. Ah bon? Vous avez jamais avec tous les travaux qu'il y a à faire, t'as pas envoyé quelqu'un pour vérifier les travaux, ne serait-ce que pour les, on n'est pas des professionnels en immobilier, nous. Non mais attends, on a trouvé une maison, il y a 1000 travaux à faire, tu dois envoyer quelqu'un pour faire un devis. Tu dis il y a la chaudière, il y a le truc, donc toi, qu'il y ait 50 000 de travaux ou 200 000, c'est pareil. Ça, mon chéri. Alors, si vous ne connaissez pas Mohamed Eni, à chaque fois, c'est vrai qu'il c'est un youtubeur très connu. Moi, je l'adore. Voilà, il est très drôle, spécialisé dans le foot. C'est pas possible. C'est un scandale. Bonsoir Ada, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les victoires qui bouffent des poires. Nul le PSG. T'es en accord avec une marque ou c'était pas du tout, pas du tout. Je refuse de faire ça parce que si je casse ma télé, au moment où je la casse, la marque elle apparaît, ça gâche un peu le truc. Et en plus, il n'y a aucune marque qui m'a démarché, il faut dire la vérité aussi. Donc, faut pas se mentir. Donc, non, j'ai pas de sponsoring, je les achète avec mes propres moyens. Et moi, j'ai toujours dit les télés, c'est comme les prostituées. Personne ne me les paye, en fait. C'est moi qui assume. On est sûr de la... Est-ce qu'il y a des fans qui t'imitent à la maison? C'est ça. Non, justement. Mais voilà, c'est justement, non, ils peuvent pas se permettre. Donc, justement, ce que je fais, moi, c'est que... C'est comme les rockers qui cassaient les... Exactement. Ils se défoulent pour les autres. Ça reste une vidéo. Le prix d'une télé, c'est entre 300 et 400 euros.
Un rappeur, quand il sort un clip, c'est 20, 30 000, 40 000 euros. Au final, c'est un budget de 300 contre certains qui mettent des 30 000 euros. Ça, c'est plus de 300 euros. Ça, c'est un autre budget. Du coup, ça m'a fait un scooter des mers, pour le coup. Ça m'a fait un jet ski. T'avais répété avant ça? En fait, c'est ça qui est fou dans mes vidéos, c'est que j'ai le droit à une prise. Ah, c'est ça. C'est une télé, je peux pas la casser, rater ma vidéo, la reconstruire. Très proche de Karim Benzema, c'est que je l'adore, hein, Karim aussi. Il y a eu, t'avais fait un live avec lui il y a un an, qui a beaucoup buzzé. Tu penses que Giroud, est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire à ta place? Ça va être vite fait, les mecs. On confond pas. Je vais répondre. On ne confond pas la F1 et le karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je parle même plus de vous. C'est qui le karting? Moi, je sais que je suis la F1. Là, non mais là, ça sort du langage codé, du langage codifié qu'on a d'habitude. Et si c'était pas vous, il aurait jamais dit ça. Si Neymar il vient au PSG, je suce tous les zboops de Paname, la vie de ma mère. Je l'avais déjà dit une fois, mais c'était risqué. Là, je suis sérieux. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous avez pété les plans? Neymar est là, était de Paris. Alors, il y en a pas mal à disposition ici. Mais à l'époque, en 2018, quand on disait Neymar vient au PSG, c'était le. J'y croyais vraiment pas. J'étais prêt à mettre ma main à couper. Impossible qu'il vienne. J'ai perdu. Non, mais je tiens à dire une chose. J'avais dit que j'allais sucer tous les zboops de Paname. Aujourd'hui, c'est tous les zboops de Paname qui me sucent. Donc on a inversé un peu la. Pourquoi? T'es pas clair, toi. Alors les victimes d'hier doivent-elles être les coupables de demain? Après la révélation de sa lourde mise en examen dans la presse, ce soir Laurent est de retour dans TPMP. Merci Maître Toledano d'être avec nous. De rien. Merci Laurent. Tu reviens pour la 3e fois. Ouais. Toi tu vas être chroniqueur. Hein. Laurent, cette histoire est complètement folle. On va de rebondissement en rebondissement. Déjà, première question, est-ce que vous êtes dans la maison? Oui. Vous y êtes, vous n'êtes pas reparti. Les travaux avancent bien? Ça avance. D'après nos informations, vous avez déjà fait de la prison, Laurent. Est-ce que c'est vrai? Laurent il dira ce qu'il voudra. Hein, voilà. Ah ben bien sûr. Bien sûr. J'espère qu'il dira la vérité. Mais il dit la vérité. J'ai été plusieurs fois en prison, oui. Et alors? Alors, Non, mais- c'est vrai, on a le droit de purger sa peine et d'avoir fait des erreurs. J'ai pas le droit, donc j'ai pas le droit d'acheter de maison, c'est ça? Surtout que c'est à ma compagne, la maison. Entièrement à ma compagne. Ça avait été la maison a été achetée par votre compagne? Oui, entièrement. D'accord. Voilà. J'ai pas mis 1 euro dans la maison. Qu'est-ce que ça a à voir avec le trafic de stupéfiants? Qu'est-ce que ça a à voir? On dévoile mon casier, on dévoile tout. Je vois pas trop. Alors, Laurent, quand on vous dit que vous avez dupé les gens, vous répétez quoi? Bah non, je me suis servi des médias, je me suis. Voilà. Ouais. De toute façon, en médiatisant l'affaire, vous saviez que peut-être potentiellement ça allait sortir. C'était un risque que vous preniez malgré tout. Mon casier judiciaire, mais ça me dérange pas du tout. La preuve, je viens ici, je vous le dis. Aujourd'hui, vous êtes mis en examen encore? Oui, je suis mis en examen, on va être jugé, je pense, fin d'année. Ou... Vous avez fait 8 mois de placard? Non, j'ai fait 6 mois et demi, là, je pense que c'est fini. D'accord, pour vous, c'est fini? Ouais. Voilà. Et vous achetez la maison à quel moment par rapport à votre incarcération? Je sors le 9 mai, je l'achète le 19 mai. Et Géraldine avait raison, il y a 2 jours, elle a dit mais pourquoi pendant 7 mois vous n'êtes pas parti vérifier? Il n'a pas voulu en parler parce qu'il n'est pas obligé de débattre. Bah oui, je vais pas arriver et dire il est en prison. Donc il est en prison, il n'a pas pu savoir que pendant ces 7 mois il y avait quelqu'un dedans. Bon, non, il est obligé de raconter sa vie. Ce matin j'ai écouté la radio, les gens rigolaient. Bah oui, il a vu la maison 7 mois avant, 3-4 fois c'était vide. Après il a signé quand il est sorti. Enfin sa femme a signé avec lui et mais il n'a pas vu entre temps. Donc il est en prison, il n'a pas voulu le dire. Jette en plus. Et alors, donc, elle n'a pas été la voir du tout. Bah non, sa femme, elle n'est pas partie voir la maison. Avec la viande pour le barbecue, c'est un petit peu. Puis il n'a aucune raison d'expliquer aux journalistes parisiens la première fois qu'il a un casier judiciaire. On vient pas, il postule pas pour être dans la police ou pour au concours Miss France où il faut avoir un casier judiciaire. C'est vrai, voilà. Ça n'a rien à voir. Il vient parler d'un squat, il vient pas parler d'il veut s'enrôler dans la police. Donc il n'a aucune raison de raconter tout ça. Donc il n'a pas dit, mais il n'est pas coupable de ne pas l'avoir dit parce qu'on l'a pas demandé, puis il n'a pas à le dire. Il vous l'avait dit, maître? Il vous l'avait dit, maître? À vous? Il vous l'avait dit, maître? Bah, on n'en a pas parlé honnêtement. Donc Non, vous l'avez découvert pas tout dit. C'est vrai que c'est pas un garçon qui est hyper loquace, voilà, comme ça. Donc il va pas raconter sa vie, puis on n'a peut-être pas envie de raconter, même à un avocat, parce que ça n'avait rien à voir quand on s'est rencontrés, que j'ai fait de la prison, etc. Et à chaque fois, on découvre des choses nouvelles. Il est dans une j'ai le émission. doute sur tout. Et dans une émission à grande écoute, il doit dire qu'il a fait de la prison. J'ai le doute sur la transaction, j'ai le doute sur tout, Laurent. Vous m'avez mis le doute. Il y a un doute là devant tout le monde. C'est avec des gens comme lui. Tu ferais mieux d'avoir le doute sur tout. C'est avec des gens comme ça que tu n'as pas de deuxième chance et que Mais c'est pas ça, Raymond. tu recommences pas dans ta vie. Sachez que les habitants vivent des expériences paranormales depuis la mort d'un résident en 2019. Ils n'en peuvent plus, au point de demander un relogement d'urgence, comme je vous l'ai dit. On a demandé
à tous les habitants de cet immeuble de venir témoigner. Aucun n'a voulu venir témoigner par crainte. Vraiment, je vous dis, c'est un truc de fou. Le seul qui a bien voulu, c'est Walid, habitant de cet immeuble. Et il habite dans cet immeuble qui serait hanté comme une dizaine d'autres habitants. Vous demandez un relogement. Vous habitez là-bas depuis combien de temps? Moi, j'habite, je suis né à Fontenay, c'est-à-dire que je suis là depuis 20 ans. 20 ans, d'accord. Sachez que Walid, il est encore très choqué, très sensible voilà, par tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble? Alors, il y a beaucoup de voisins qui se plaignent, qui voient des ombres. Il y a beaucoup de passages, des portes qui se claquent. Il y a beaucoup de phénomènes vraiment bizarres, tels que les appareils qui s'allument tout seuls. Et pour ma part, moi, j'ai une histoire. C'était quand je rentrais un jour, je rentrais tard le soir. Je rentrais dans le bâtiment, etc. Et j'ai senti une odeur très nauséabonde. Il s'avère que j'avance, etc. Et je me dis que c'est vraiment bizarre parce que d'habitude, voilà quoi, ça sentait vraiment les égouts, etc. Je me dis, mais ça, quand j'étais à l'extérieur, ça sentait pas ça. Et donc j'avance, etc. Et je sens une présence derrière moi. Et comme si on m'attrapait l'épaule. Donc moi, paniqué, je me retourne d'un coup et je vois rien du tout. Voilà. Donc c'est dire que depuis ce jour-là, j'essaye de pas trop rentrer le soir, tard le soir. Voilà quoi. On va rappeler, c'est à Fontenay-aux-Roses. C'est à Fontenay. C'est dans le 92. 92, oui. Et les habitants sont terrifiés. C'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas venir, parce que dans leur esprit, il y a des forces presque, entre guillemets, maléfiques. Il y a du mal dans l'immeuble. C'est-à-dire qu'après la mort du résident, il y a des gens dont la vie quotidienne est bouleversée. C'est ça. Ils ne peuvent plus vivre. Et apparemment, le maire, c'est bien, est venu, mais ce n'est pas une situation suffisante pour avoir un relogement. Monsieur va peut-être nous le dire, mais il y a une présence, il y a des forces qu'on peut qualifier d'occultes, mais très concrètes, qui bouleversent leur vie, et c'est dramatique. Et on le voit, vous êtes très courageux d'être venu, parce que ces gens se demandent, s'ils parlent, qu'est-ce qui va leur arriver? On en est là. Exactement. Ma voisine du haut qui m'a raconté que sa fille avait vu quelque chose, et elle avait suivi sa fille, et en fait, sa fille montrait du doigt quelque chose, mais que voilà quoi. Elle avait vu quoi, sa fille? Elle avait vu un petit enfant courir dans la maison. Enfant. Alors elle a crié, enfin, voilà, elle a crié, et un enfant, mais elle était encore petite. Alors pour moi, je ressens deux entités. À la base, il faut savoir que je suis médium depuis 35 ans et que j'ai évolué progressivement sur de la chasse aux fantômes et sur tout ce qui touche les phénomènes paranormaux en devenant expert de cette partie. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les maisons, dans les HLM, il y a aussi des entités qui se promènent et qui sont là à la suite d'un décès. Et moi, je sentais effectivement une petite fille. Moi, je vois une petite fille et je pense parce qu'il y a trop de phénomènes paranormaux qui s'échelonnent sur plusieurs étages et sur plusieurs maisons. Quand vous dites ces entités, est-ce qu'elles peuvent faire du mal psychologiquement sciemment, ou est-ce que c'est parce que c'est la fatigue qui fait qu'il y a dans ces immeubles énormément de dépression, que les habitants sont au bout du rouleau? Est-ce que c'est parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont, ils sont sous pression? Mais c'est ça? Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on n'est pas habitué, on n'est pas confronté tout le temps à ce genre de phénomène. Donc ça fait peur. Et en fin de compte, comme je dis toujours, moi, les fantômes sont gentils. Les fantômes, ils sont très gentils. Ils veulent simplement rentrer en contact avec nous. Moi, j'ai eu un cas il y a quelques années avec un monsieur qui avait construit sa maison et qui est décédé. Et il ne voulait pas que sa maison soit vendue parce que c'était lui qui avait construit cette maison et parce qu'il était attaché à cette maison. Et il avait demandé à sa femme de ne pas vendre cette maison. Et sa femme, quand il est parti, elle a vendu la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le compromis et les actes authentiques de vente, la maison a brûlé. Est arrivé des choses à vos parents? Ma mère a dit qu'elle voit des fois des présences dans le salon ou quoi. Et comme je vous ai dit, les télés aussi qui s'allument. Chez vous, les télés s'allument? Oui. Ah d'accord, pendant la nuit? Oui, pendant la nuit. Pendant la nuit, vous êtes tranquille en train de dormir, il y a la télé qui s'allume? Et ma mère, elle éteint la télé. Et il s'avère que même la voisine est descendue, elle lui a dit, il m'arrive la même chose. Est-ce que parfois ces entités vous résistent? Est-ce que parfois vous échouez? Alors, moi, il m'est arrivé aussi. J'aurais la même question pour vous, Mykonos. Il m'est arrivé d'aller dans des endroits où j'avais fait une émission pour M6, par exemple, et on avait trouvé effectivement une entité dans cette maison, et la personne qui habitait ce lieu avait confirmé tout ce que je voyais, tout ce que je disais. Et je lui dis, on fait quoi maintenant? Elle m'a dit, on fait rien parce que moi, je suis très bien avec elle. Ah ouais. Ça m'est arrivé en radio, comme je le disais, de capter des personnes comme ça
matin sur des animateurs connus. Et ça a été enregistré, ça a été diffusé. Quoi, sur des animateurs connus, ils avaient des entités derrière eux? Oui. Qui ça? Beaugrand. Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand, oui. Pierre, c'était son grand-père. Ah oui, voilà. Et c'était sur une matinale sur Virgin. Il m'avait invité pour Halloween et puis tout le monde rigolait en disant est-ce que vous êtes capable de nous dire s'il y a une entité là? Et puis je dis alors moi on me parle de quelqu'un qui s'appelle Pierre, qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'était son et qui est grand-père. présent. Et Christophe a fait oula, c'est mon grand-père, il est décédé il y a 15 jours. Témoignages de femmes victimes d'agressions sexuelles affluent sur les réseaux sociaux. Cette semaine, c'est la chanteuse Louane qui aurait été victime de vertiges et de vomissements alors qu'elle sortait d'un bar dans le 18e arrondissement de Paris. Ouais, effectivement. Très vite prise en charge par un médecin, les symptômes qu'elle décrit s'apparentent à une consommation de GHB. La personne va être un peu sédatée, un peu somnolente et ne va pas enregistrer ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que le GHB? Le GHB, c'est une drogue. Oui. C'est une drogue qu'on appelle ecstasy liquide. Donc ecstasy liquide, c'est quoi? C'est propriété euphorisante, propriété aphrodisiaque, mais aussi propriété amnésiante. C'est-à-dire qu'on peut en prendre et un peu ne plus rien se rappeler. Ah, c'est fou ça. Alors, les effets, donc, vous les avez donnés, ça dure combien de temps les effets? Les effets sont très 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 rapides. On est en 15-30 minutes, ça arrive, ça dure 3 heures en moyenne. Ah ouais. Et après, ça se dissipe. Et on peut ne pas s'en souvenir? On peut ne pas s'en souvenir. Et le problème, c'est qu'il faut les doser vite fait pour savoir s'il y a du GHB dans le sang ou dans les urines. C'est pour ça qu'on l'appelle la drogue du violeur aussi. Hein. C'est un agent de soumission chimique en fait. C'est comme l'alcool et les benzodiazépines. Comment ça se matérialise? C'est un liquide inodore, incolore, sans saveur. C'est un peu amer. Ouais, mais ils le mettent dans les verres déjà où il y a de l'alcool ou du jus d'orange, etc. Parce que le GHB, il ne faut pas le boire tout seul dans un verre en plastique. Ça fait fondre les verres en plastique. Ah ouais, donc c'est extrêmement violent. Florian, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que vous avez toutes les infos sur cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Elle est tout simplement allée boire un verre tranquillement avec une amie, avec la nounou de sa fille dans un bar du 18e arrondissement parce qu'elle habite là-bas avec son compagnon et sa fille donc. Et un peu plus tard, en rentrant chez elle, elle a été prise de vertiges, de nausées, de sensations assez désagréables, on va dire. Elle a appelé son médecin tout de suite, qui est venu et qui a immédiatement suspecté ce que décrivait monsieur, c'est-à-dire des symptômes dus au GHB. Donc il a ordonné, enfin en tout cas il a préconisé qu'elle aille faire les tests adéquats pour vérifier s'il s'agissait bien de GHB ou pas. Elle a évidemment porté plainte. Donc c'est ce qu'il faut faire. Voilà, à l'heure actuelle, on n'a pas les résultats. Elle a des doutes, elle a dû voir peut-être quelqu'un qui était, peut-être quelqu'un qui lui a demandé une photo qui était un peu bizarre. Alors, ce qui est raconté, en tout cas dans l'article du Parisien qui ont sorti l'info ce matin, c'est que a priori personne ne s'est approché d'eux, que personne ne les a sollicités, etc. C'est ce qui était raconté ce matin. Après, peut-être que depuis d'autres choses. Il paraît qu'elle titubait. Elle était vraiment mal. Voilà, elle était vraiment très très mal. Le docteur Carla parlait tout à l'heure des boîtes de nuit, des lieux où sont souvent administrées les doses de GHB. Là, ce qui est incroyable, c'est qu'on est un lundi à 19h30 non, mais dans un bar. Maintenant, c'est plus les boîtes de nuit maintenant, c'est tous les bars. Faut faire attention. Il y a un truc important, c'est ne jamais laisser son verre seul. Jamais, jamais. Jamais. Et même mettre un cache-verre si c'est possible. Ça existe, les capotes de verre, ça existe. Dans les boîtes de nuit, boîte de nuit, club, bar, café, le café standard près de chez vous. Vous laissez jamais votre verre seul. Il y a une enquête qui est ouverte depuis le mois de novembre parce qu'il y a eu beaucoup de dénonciations, de rapports qui ressemble à celui de Louane aujourd'hui. Et on peut faire un parallèle avec les piqûres qui existent aujourd'hui dans les boîtes de nuit, dans tous ces lieux-là, dont on entend parler malheureusement depuis des semaines et des mois. Il y a une grosse montée de ces choses-là, des plaintes, il y en a plusieurs centaines. C'est une alerte ce soir. Je vais vous dire ce qui m'a effrayé, c'est qu'elle décide de rentrer chez elle, Louane. Elle rentre chez elle difficilement. Elle a appelé son médecin et ce qui est fou, c'est qu'il a immédiatement pensé à une intoxication au GHB. Ça veut dire que c'est courant. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas un truc auquel tu penses tout de suite. C'est ça qui est incroyable. Il est bon. Laurent, il est bon. Non, mais il est bon. C'est un médecin qui vient en urgence comme ça au domicile, il est bon quoi. Non mais c'est incroyable, ça veut dire qu'il envoie. Mais de toute façon, il faut y penser systématiquement maintenant. C'est un réflexe à avoir en 2022. Et il y a eu plein de bars à Bruxelles notamment. Il y a des associations, plein qui se sont mobilisés. Il y a eu des cas à Lille, Marseille, Grenoble, Nantes, Paris, donc la Belgique. Et il y a plein d'associations qui en ce moment condensent pour après rapporter à la police pour essayer de voir d'où viennent les cas. Donc vous avez raison de lancer l'alerte, c'est extrêmement préoccupant. Non, et faites attention, on l'a dit aux piqûres, parce que la plupart, certes, des piqûres sont vides, et apparemment, c'est des jeunes qui s'amusent à faire ça juste pour piquer des gens, mais il y a certains cas où il y a des traces de GHB qui ont été retrouvées dans les piqûres. C'est pas un seul réseau, ces jeunes qui piquent tout le monde en boîte de nuit, dans les festivals, dans les soirées. Certains administrent du GHB, donc il faut faire extrêmement attention. Est-ce qu'il faut porter plainte automatiquement? Parce qu'on avait un médecin qui nous demandait... qui a été porté plainte. C'est soumission chimique, on porte plainte. Tout de suite, on porte plainte. Soumission chimique, on porte plainte.